Best-of. Malgré un agenda particulièrement rempli, Gilbert Collard quitte régulièrement sa mission de député ou son métier d'avocat pour s'offrir une récréation culturelle. Une rencontre avec un écrivain dans le cadre de l'émission Livre Libre dont nous vous proposons un petit florilège. Et pour commencer, on reste entre amis quand Maître Collard invite Maître Trémollet de Villers. Les deux avocats se tutoient et Jacques Trémollet de Villers évoque la figure de Jeanne d'Arc. En un an, une gamine de 17 ans met tout, cul par-dessus tête, il ne reste plus rien, elle reprend Orléans, elle fait sacrer Charles VII à Reims, elle boute l'anglais, etc. Bon, elle les pulvérise dans des batailles absolument stupéfiantes, de stratégie, d'allure, de vitesse. Et alors, ils n'en peuvent plus, quoi. Ils n'en peuvent plus. Et quand elle est faite prisonnière, se produit à ce moment-là un phénomène extraordinaire, premier dans l'histoire, qui est où on la tue, où on la rend contre rançon. Et pour elle, c'était le prix d'un roi. Hein. Eh bien, ni l'un ni l'autre, on la juge. Et pourquoi on la juge ? Parce qu'il faut que toute la chrétienté qui a été, comme l'Université de Paris, infestée par cette diablesse, sache que Charles VII a été conduit par une diablesse, une sorcière. Voilà. C'est politique. Premier procès politique, soviétique, comme on dira plus tard, idéologique, tout ce que tu veux, tout ce qu'on peut... Ça préfigure le procès de Louis XVI. Ah oui. Hein ? Ah oui. Ah oui, à Louis XVI, et puis après tous ceux de la Révolution, ouais. Mais et alors ensuite, après, ce qu'on a appelé les procès soviétiques, qui ont quand même été des modèles, mais c'est des enfants de cœur, ces soviétiques, à côté de cela. Mais ils se sont inspirés de cela. Ils se sont inspirés de cela, mais ceux-là sont infiniment plus intelligents et subtils et cruels. Ancien avocat général, Philippe Bilger est l'invité de Livre Libre. Le magistrat brosse un tableau des médias dans notre pays et prend Laurent Ruquier pour cible. Ruquier, alors c'est l'histrionisme, c'est-à-dire que d'abord, évidemment, je regrette, et je le dis avec une totale sincérité, à l'époque où il y avait des gens que j'aimais beaucoup, Éric Nolot, Éric Zemmour, Natacha Polony, je regrette véritablement de n'avoir jamais été invité, même si ensuite j'ai parfaitement compris que Ruquier était cohérent, il n'avait aucune raison de m'inviter alors que je ne cesse d'écrire contre lui et de parler contre lui parce qu'il m'exaspère profondément par son comportement personnel, cette manière de rire absurdement des plaisanteries qu'il croit proférer avant tout le monde. Est-ce que vous avez remarqué qu'il a une particularité anatomique extraordinaire ? Non. Il rit des épaules. Ah oui, alors, ah oui. Ah oui. Et surtout, il rit de ses propres plaisanteries avant tous les autres. Mais comique bien ordonné commence par soi-même. Hein. Voilà, absolument. Mais et là, vous évoquiez ce texte. Ce qui m'a... D'abord, l'intérêt, je veux dire, le Téléops a fait ce qu'il veut, hein, mais était-il fondamental de connaître Laurent Ruquier dans sa vérité ? Premier point. Ensuite, ce qui m'a choqué, c'est moins à la limite qu'ils disent « je vais prendre mes clics et mes claques si le FN gagne », d'autres l'avaient dit avant, genre Yannick Noah, mais c'est le fait que, à la fin de l'entretien, il vient dire lui-même « mais il n'y a aucun risque au second tour, le FN sera battu ». Autrement dit, on a à la fois l'apparence du courage et de la, au fond, un Danton du pauvre, le contraire d'un Danton du pauvre, et de l'autre côté, il vient vous dire, mais en fait, c'est pas la peine, puisque de toute manière, je n'aurai jamais à partir. Je trouve que tout ça est grotesque. Parmi les rencontres chocs de Livre Libre, le face-à-face Collard-Lugan. L'universitaire vient parler de l'histoire de l'Afrique du Nord et le dialogue est aimable. L'État islamique, Daesh, comme on dit. Quelle place vous lui donnez dans toute cette histoire ? En Afrique du Nord, en Égypte, peut-être. Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, pour le moment, non. C'est plutôt AQMI. Pourquoi ? L'échec de Daesh... Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que AQMI, ce serait le trotskisme musulman, c'est-à-dire la révolution permanente, tandis que Daesh, c'était des constitutions étatiques. Échec complet en Libye, pourquoi ? Parce que les gens de Daesh en Libye n'étaient pas des Libyens. Or, nous sommes dans une société tribale. Et les gens qui sont venus étaient des gens hors
société tribale. Donc, ils ont été complètement noyés et ils sont en train de se faire réduire. Par d'autres islamistes, d'ailleurs, qui ne sont pas meilleurs qu'eux. Parce que nous avons les frères musulmans de Misrata ou les autres musulmans salafistes de Tripoli. Donc, on a longtemps cru que Daesh allait se développer en Libye. Pour le moment, la situation, juillet 2016, Daesh n'a pas l'air de se développer, au contraire, semble être contenu. En revanche, ce qui pose un très gros problème, ce sont les autres mouvances islamistes, comme tout ce qui dépend d'Al-Qaïda, etc. En Algérie, la semaine dernière, ont été tués 25 maquisards. On n'en parle pas. 25 maquisards salafistes dans la région de Bouira. Bouira, c'est aux portes d'Alger, n'est-ce pas? Et c'est la Kabylie. Quasiment, il ne se passe pas de semaine au Maroc sans que ne soient arrêtés des réseaux islamistes. Alain Pocard, écrivain de talent, est venu à Livre Libre présenter son livre de résistance à l'art contemporain. C'est l'art qui aujourd'hui est officiel et a droit de citer. Et les gens qui ont des subventions font de l'art contemporain. Buren, c'est de l'art contemporain, il a eu des subventions. Et quelles subventions, bon. Et tous ces gens-là font de l'art contemporain parce que c'est de l'art contemporain qui est officiel par rapport à la mondialisation, c'est ça. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est destiné à nier finalement tout ce qui a été fait avant. Et oui, les styles ont toujours été... Ils sont toujours en train de dire « mais vous ne voulez pas qu'on évolue », mais les styles ont toujours évolué. Il n'y a pas besoin de censeurs pour qu'on passe des primitifs flamands aux impressionnistes. Ça se fait comme ça passe. Tandis que là, on veut créer une coupure. On veut, comme dans les paroles de l'Internationale, on veut faire table rase. Bernard Zeller, fils du général Zeller, s'est intéressé à un autre général, Raoul Salan. Gilbert Collard dit de lui une vie qui est allée de l'honneur au déshonneur dans l'honneur. Il va être condamné, la peine de mort est requise. Mais Jouot vient d'être condamné à la peine de mort. Tout le monde croit qu'il va être condamné à la peine de mort. Moi, je me souviens, j'étais pensionnaire, j'ai demandé à mon camarade qui avait un petit poste de radio, dit tu me réveilles s'il est condamné à la peine de mort. Et le matin, j'ai dormi toute la nuit, et donc le matin, en me réveillant, je savais qu'il n'avait pas été condamné. Mais ça a été extraordinaire. Je crois que le délibéré, on le dit, et moi je suis prêt à le croire, que l'un des jurés, Pasteur Valéry Radeau, a sorti son pistolet lors de la délibération et a dit « Messieurs, si vous ne votez pas les circonstances atténuantes, je me tire ici une balle dans la tête. » Et alors, il faut conclure malheureusement. Oui. Il va être gracié. Il est gracié en 68. Et il est gracié en 68. C'est le dernier prisonnier à Tulle. Et grâce à vous, son histoire se reconstruit. Écoutez, merci beaucoup. Joli échange aussi dans le Livre Libre avec un Capétien descendant de Louis XIV, Charles-Emmanuel de Bourbon, prince de Parme. Mon père, par exemple, quand j'étais gosse, m'avait emmené dans notre maison de Vitry-le-François, dans la Marne, qui avait été détruite en 1870, reconstruite. Puis détruite en 14, reconstruite. Puis détruite en 40, reconstruite. Et je jouais encore dans les décombres, quand j'avais 12-13 ans. Et mon père me disait, tu vois, ça c'est la France. On l'a détruit, on l'a reconstruit. Mais alors pour vous, voilà. Mais la France a toujours construit. Je ne sais pas, moi je suis un des premiers Bourbons qui a été appelé au service militaire. Avant, nous étions... Vous n'aviez pas le droit. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. Le comte de Paris a fait ça dans la Légion étrangère. Ah oui, mon père a fait oui. ça sous d'autres drapeaux des forces alliées. On n'avait pas le droit. Eh bien, j'étais très fier de le faire. Et je me suis beaucoup amusé d'ailleurs. Il faut quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait remettre le service militaire. C'est une erreur, mais monumentale. Oui. Il faut quand même dire que vous n'aviez pas le droit de faire le service militaire en France. Pas du tout, absolument, absolument. Et que les Bourbons qui se sont battus sont entrés dans la Légion étrangère. Oui. Et mon père a été parachuté le 7 juin en France pour arrêter la division d'Reich. Ouais. Ensuite, il était parachuté en Indochine. Et en revenant, on lui a refusé le passeport français. Ouais. Il faut dire ces choses-là. La rencontre était improbable, mais l'échange s'avère fructueux. L'avocat face à un représentant emblématique de la presse classique, Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy. Bonjour, vous ici. Oui, moi ici, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Qui l'eût cru, l'eusse-tu cru? Je ne sais pas. J'ai regardé quelques fois cette télévision et je n'aurais pas pensé un jour... Non, moi non plus.
Voilà, comme quoi. Mais comme quoi, mai 68 a fait son effet. Voilà. Mai 68, et sur le vent de la liberté, il y a des hommes qui continuent à planer, à voler. Alors, merci en tout cas d'être là. Bon, vous allez en prendre plein la tête, je vais en prendre plein la tête, mais on s'en fout. Hein. Oh, oui. On s'en fout. On s'en fout, oui et non, mais si nous sommes là tous les deux, c'est que nous pensons que nous pouvons l'être. Alors moi qui vous prenez pour un gauchiste, jamais. Je n'en reviens pas. Je n'ai vous jamais direz, été c'est comme gauchiste. quand on me prend pour un facho, hein, c'est pareil. Bon, mais, J'ai été toute ma vie soit un social-démocrate médiocre, soit un giscardien mal assumé, soit un centriste mou. J'ai toujours été ça, toute ma vie. Voilà. Je n'ai jamais été autre chose. Ça sent un peu l'anarchiste aussi. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non, je n'aime pas ni le désordre, ni... Je pense qu'une société ordonnée, il y a un chef, mais le chef ne peut exister que s'il est respectueux des autres. Voilà, j'ai des schémas de pensée assez simples. Mais quand même un mot. Mai 68, c'est une erreur dans notre mémoire. L'élément... Je suis heureux de pouvoir le dire ici, parce que, bien sûr, ici, beaucoup de gens, par idéologie, critiquent mai 68, mais le fondement de tout, je crois... Je regrette, et j'en veux beaucoup à des gens qui ont l'audience d'Éric Zemmour, par exemple, de ne jamais en parler. Le fond de tout, c'est que la France, telle qu'elle s'est construite, elle s'est construite dans la guerre. Je le dis un peu, mais très peu. Oui, j'ai fait un très long chapitre sur la paix, et je l'ai beaucoup réduit parce que je me suis dit, je vais ennuyer les gens avec ça. Mais le fondement, c'est ça. Pendant 13 siècles, la France a eu deux ennemis. Les Anglais, les Allemands. Je dis 13 siècles parce que les Allemands, c'est l'empire de Charlemagne qui se divise. Et puis, à partir de 1945, nous n'avons plus d'ennemis. L'Occident a un ennemi idéologique, mais les pays, l'Europe occidentale, vit en paix. Ça bouleverse les esprits. Et ce qui va donner l'envie aux gens de mettre au centre de leur vie leur destin personnel, c'est la situation de paix dans laquelle nous sommes entrés. Et ça va donner ce que je décris dans ce livre, la libération des individus. Et pour clore ce best-of, un livre libre de haute tenue. Ce jour-là, Gilbert Collard reçoit un grand universitaire français, Frédéric Rouvillois. Ce sur quoi j'insiste dans mon bouquin, et ce qui m'a frappé, c'est le fait que, voilà, en tant que juriste, c'est une chose qui nous intéresse, c'est que le mot de laïcité, il entre véritablement dans le droit public français, très tard, il entre en 1946 et il entre sous la forme d'un amendement à la Constitution, un amendement qui est proposé par un député communiste et surtout qui est le député le plus radicalement communiste et stalinien de l'époque, qui s'appelle Étienne Fajon, qui est un espèce de frénétique de Staline, si vous voulez, qui l'année suivante, en 1947, va à Varsovie représenter le Parti communiste français à la création du Cominform. Donc on est vraiment dans un truc complètement invraisemblable, si vous voulez. La laïcité en France, c'est ce type-là, c'est ce stalinien qui l'a finalement introduite dans notre droit public. Bref, alors, écoutez, tout ça relativise beaucoup les choses.